L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Nous avons l'armée la plus efficace d'Europe et grâce aux choix faits par nos aînés après la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dotés de capacités de dissuasion nucléaire, déclarait le président de la République Emmanuel Macron le 5 mars 2025 dans son discours aux Français. Alors, info ou intox, en quoi consiste cette dissuasion nucléaire ? Nous avons un invité de choix pour nous aider à répondre à ces questions. Charles-Édouard de Coriolis, bonjour. Bonjour Isabelle. Vous avez quasiment fait, je vais là être obligée de la résumer, mais vous avez quasiment fait toute votre belle carrière militaire dans les forces sous-marines. Vous avez été par la suite, entre autres, adjoint au chef d'état-major particulier du président de la République sous Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy, chef de la mission militaire de la représentation permanente de la France auprès du comité militaire de l'Union européenne d'abord, et ensuite auprès de l'OTAN. J'ai surtout commandé 2 sous-marins à propulsion nucléaire, un sous-marin nucléaire d'attaque, donc avec une propulsion nucléaire mais sans armes nucléaires, et un sous-marin stratégique, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, le Téméraire, donc avec 16 missiles balistiques et les têtes nucléaires associées. Et enfin, j'ai commandé les forces sous-marines de 2012 à 2014, ce qui a été vraiment un moment passionnant dans ma vie militaire. Est-ce que vous pourriez déjà nous rappeler, en fait, quand on parle d'armement nucléaire, on pense tout de suite à Hiroshima et Nagasaki. C'est peut-être un petit peu dépassé, c'est pas faux, mais c'est un peu réducteur sans doute. Sur la dissuasion nucléaire, en fait, le président de la République en est détenteur. Il l'emploie régulièrement, même s'il ne l'utilise pas. Tout ça pour dire qu'il a à sa disposition en fait une panoplie de moyens. Il a d'abord la diplomatie française, il a ensuite ses armées conventionnelles et enfin il a la dissuasion nucléaire. Ce qui est important, c'est que la dissuasion nucléaire en elle-même ne peut pas répondre à toutes les crises, ne peut pas tout régler. Donc c'est un point important. Et ce que je tiens à souligner, et puis parce que c'était mon métier, c'est que notre dissuasion nucléaire est totalement crédible. Elle est totalement crédible pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre pays dispose d'une industrie spatiale avec Ariane, dispose d'une industrie nucléaire civile, et donc on a une masse à la fois de laboratoires de recherche, de bureaux d'études, d'ingénieurs, d'agents de maîtrise qui sont formés dans le nucléaire, même si on a un peu ralenti cette fabrication, si je puis dire, de personnes, sauf dans les armées, l'armée de l'air avec la composante aéroportée et la marine avec la composante océanique. On n'a jamais levé le pied, on a toujours formé et construit des réacteurs ou des armes nucléaires. Grâce à l'investissement de tous les présidents de la République depuis le général de Gaulle, sans discontinuer. On a l'impression, en tout cas de l'extérieur, qu'il y a eu un pic jusqu'aux années 2000 où on a commencé à lever le pied sur cette dissuasion nucléaire. Alors, je peux vous rassurer tout de suite, on n'a rien abandonné du tout. On n'a pas levé le pied. Au contraire, nous avons une dissuasion particulièrement crédible et on peut aussi remercier le président Chirac qui nous a fait un grand cadeau, en l'occurrence les essais nucléaires de 1996, qui ont permis de développer le principe de nos armes nucléaires actuelles, c'est-à-dire des armes nucléaires qui sont non plus issues des essais nucléaires, mais de la simulation. Et ça a été un tournant très important qui fait qu'aujourd'hui, quand on admet une arme nucléaire au service actif, une nouvelle arme, on est sûr qu'elle va fonctionner quand le président de la République, et seul le président de la République, le décidera. Alors justement, ce traité de non-prolifération des essais nucléaires, ça n'a pas empêché de poursuivre des essais, mais qui du coup sont faits aujourd'hui par modélisation en fait. Donc aujourd'hui, on ne fait plus d'essais nucléaires en tant que tels, on fait des simulations donc qui ne dégagent aucune énergie nucléaire, mais on a aussi une industrie duale qui fait que, par exemple, si vous prenez sur tous les ingénieurs, les techniciens qui travaillent sur Ariane, eh bien un jour ils vont travailler sur Ariane, un autre jour ils vont travailler sur les missiles balistiques, et on va pouvoir bénéficier de cette communauté d'intérêts et puis surtout de matériel et de logiciels. Et puis il en est de même sur l'industrie nucléaire. On va passer un tout petit moment quand même sur votre expérience à vous, Charles-Édouard de Coriolis. D'abord, les sous-marins nucléaires d'attaque dans lesquels vous étiez. Alors, vous avez cité le nom, là, j'ai oublié. Voilà, donc nous avons, au niveau du format, nous avons 6 sous-marins nucléaires d'attaque. Alors moi, j'ai connu toute ma vie les sous-marins type Ruby, qui sont arrivés au service actif au début des années 80. Il en reste 2 aujourd'hui. Vous avez une nouvelle génération qui arrive, c'est la génération des suffrains.
Suffren, Duguay-Trouin, Tourville, donc d'après les noms des célèbres marins français. Et on va garder ce format de 6 sous-marins nucléaires d'attaque qui ont des missions très, très variées. D'abord, c'est le soutien à la force océanique stratégique. Ensuite, c'est le soutien à notre force navale et en particulier autour de Clemenceau. Le Clemenceau ne va jamais en opération sans un sous-marin nucléaire d'attaque. Ensuite, nous avons 4 sous-marins stratégiques. Alors, le chiffre de 4 n'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'on en a en permanence un à la mer. Ça ne vous a peut-être pas échappé, mais il y a quelque temps, le président de la République avait décidé d'en mettre 3 à la mer de façon très, très brève, mais c'était aussi un signal pour montrer que notre dissuasion était prête, était disponible, avait son plein potentiel opérationnel. Cette dissuasion nucléaire, elle porte vraiment son nom. C'est quelque chose que seul le président peut décider. À partir de quel moment, en réponse à quelle attaque, il pourrait décider, selon vous, d'utiliser cette arme nucléaire ? Je commencerai par citer la célèbre formule du cardinal de Retz, « Je ne sors de l'ambiguïté qu'à mes dépens ». Donc chaque président de la République fait bien attention de ne pas dire jusqu'où un agresseur potentiel pourrait aller sans avoir affaire à l'arme nucléaire. Sachant que lui seul a les moyens d'employer cette arme. Et cette arme, elle est vraiment défensive, c'est-à-dire que si on était attaqué, si en particulier nos intérêts vitaux étaient attaqués, et ça c'est de la responsabilité du président de la République de les définir, et dans ces intérêts vitaux, eh bien vous avez peut-être, sans doute, l'intégrité du territoire national, mais pas que. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y a le concept de dissuasion nucléaire élargie qui fait beaucoup parler de lui, qui n'est pas très bien défini. Concrètement, qu'est-ce que ça pourrait signifier, cette dissuasion nucléaire élargie ? Donc ça reste à développer parce que pour faire une dissuasion nucléaire élargie, il faut être plusieurs. Donc c'est comment définir les conditions d'emploi d'une arme nucléaire qui inclurait des intérêts vitaux autres que ceux des Français. Voilà. Ça pourrait être un groupe de pays, par exemple l'Europe en fait. Oui, alors je n'ai pas vraiment de réponse à cette question-là. Ça n'a pas encore été dit par le président. Donc c'est plutôt à lui qu'il faudrait poser la question. Et en tout cas, c'est quelque chose qui traîne dans les esprits, mais qui n'est pas encore suffisamment rempli de chair pour pouvoir vous dire dans quelles conditions. Ce qui est important pour moi, et en tant que militaire, c'est-à-dire en tant qu'outil, c'est qu'il faut que vous soyez persuadés qu'on a une dissuasion nucléaire qui est crédible et qui est 7 jours sur 7, qui est capable de façon défensive de répondre à une attaque majeure qui concernerait nos intérêts vitaux. Et on a su garder justement 2 composantes à la dissuasion nucléaire, la partie aéroportée qui est dans l'armée de l'air, mais aussi dans la marine, avec les Rafales qui sont sur le Charles de Gaulle, qui pourraient emporter l'arme nucléaire, et puis la partie océanique avec les sous-marins stratégiques. Donc on a vraiment ces 2 composantes, et ça c'est important, parce que dans les dizaines, vingtaines, trentaines d'années à venir, vous voyez bien que pour un agresseur potentiel, il faudrait qu'il prenne en compte ces 2 composantes et non pas une seule, si vraiment il voulait nous attaquer. Et c'est donc une force supplémentaire de pouvoir avoir des missiles qui sont dans l'atmosphère et puis des missiles balistiques hors atmosphère. Donc c'est important, et c'est pour ça que tous les présidents ont choisi de conserver cette double composante. Vous nous avez dit, Charles-Édouard de Coriolis, et merci, que la France était tout à fait bien dotée de dissuasion nucléaire. Oui, je voudrais préciser, on est bien doté, mais on applique le principe de stricte suffisance. C'est-à-dire on a besoin que d'un certain nombre d'armes. Et le président Sarkozy avait dit qu'on avait moins de 300 armes. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de milliers d'armes pour défendre nos intérêts vitaux. Donc on fait preuve de raison. On n'a pas besoin de course à l'armement pour défendre notre pays. Est-ce qu'on peut imaginer que certains pays soient plus menaçants que d'autres en ce moment, vu le contexte ambiant, et qu'ils seraient prêts, eux aussi, à utiliser l'arme nucléaire ? Alors ça, c'est quelque chose une question qu'il faudrait poser au président aujourd'hui. J'ai beaucoup moins l'occasion de le rencontrer, en fait, pour tout vous avouer. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, notre dissuasion, elle est déciblée. C'est-à-dire que nous n'avons pas de cible prédéterminée.
c'est en fonction de l'évolution de la situation internationale que le président pourrait décider de s'occuper d'un pays ou d'un autre. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous. Et l'arrivée du missile M51 était important parce que le missile M51 est intercontinental. Ça veut dire qu'il peut frapper n'importe quelle partie de l'hémisphère nord sans difficulté. Et c'est ça qui est important. On ne cible pas un pays en particulier, on ne cible pas les populations en tant que telles. Ça fait partie du concept de la dissuasion nucléaire aujourd'hui, mais on est capable de s'adapter à toute nouvelle menace. Et en fait, qui soit étatique. Et c'est important, c'est une menace étatique qui menace nos intérêts vitaux. Et donc, à l'évidence, le terrorisme n'est pas quelque chose qui pourrait être réglé par la dissuasion nucléaire. Est-ce que la miniaturisation des armes nucléaires est un sujet, Charles-Édouard de Coriolis ? On n'est plus dans cette course à la miniaturisation. Ce qu'on veut, ce sont des armes, on dit ça robustes. C'est-à-dire que je pense qu'on est arrivé dans le début des années 2000 au maximum de la miniaturisation. On est sur des armes dont on attend un fonctionnement sûr. On ne peut pas imaginer qu'un autre État prenne le contrôle. Ça a été évoqué quand même, avec les États-Unis qui ont menacé de prendre le contrôle de certaines armes. Les armes nucléaires françaises, il y a un système de contrôle gouvernemental qui est très développé et qui permet justement de s'assurer que seul le président de la République garde la main, tout ce qui est protection défense et fait vraiment l'objet de soins importants. Merci beaucoup, Charles-Édouard de Coriolis. Est-ce que vous auriez une phrase à rajouter ? J'ai adoré. J'ai vraiment eu la chance de vivre un métier passion, cette vie. Officier embarqué sur sous-marin nucléaire. J'ai passé 27 000 heures en plongée sur sous-marin en France, à peu près 3 années. Et j'y ai toujours trouvé donc c'est ce double intérêt. D'abord, l'intérêt technique, puisqu'il ne faut pas oublier qu'un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, c'est la base spatiale de Kourou en plongée, propulsée par une centrale nucléaire. Donc vous ne trouvez pas ça tous les jours. C'est sans doute un des éléments les plus complexes que l'homme ait été capable d'imaginer. Donc c'est ce métier technique, mais aussi ce métier humain. Et l'humain, pour moi, est très important. Il y a 115 personnes sur un sous-marin type Triomphant. Comment est-ce qu'on peut souder un équipage et vraiment avec une fraternité que j'ai vraiment vécu au jour le jour et donc finalement, si vous avez envie de vivre cette aventure, rejoignez les forces sous-marines. Merci beaucoup de cette invitation, Charles-Édouard de Coriolis, et merci surtout de ce portrait que vous nous avez brossé de la dissuasion nucléaire française. Donc merci beaucoup. Merci Isabelle.